The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Du 6 février au 5 avril 2017, le procès dans l'affaire Le Procureur contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet s'est poursuivi avec la comparution de 7 témoins de l'accusation. Monsieur Salif Ouedraogo, Monsieur Sinali Dosso, Monsieur Bonaventure Guillaume Séverin Adomo, Monsieur Bredou Mbia, Monsieur Édouard Tiapé Kassaraté, Monsieur Georges Guébipoint et Monsieur Évariste Yaquet. Tous ont témoigné sur les événements qui se sont déroulés dans le contexte des violences post-électorales en Côte d'Ivoire de décembre 2010 à avril 2011. Le bureau du procureur allègue que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet ont engagé leur responsabilité pénale individuelle pour 4 chefs de crimes contre l'humanité, à savoir le meurtre, le viol, la persécution et d'autres actes inhumains. Ces actes auraient été commis au cours de 4 incidents à l'encontre des partisans d'Alassane Ouattara, entre le 16 et le 19 décembre 2010, pendant et après une marche de partisans qui se rendaient au siège de la radio-télévision ivoirienne, la RTI. Le 3 mars 2011, lors d'une manifestation de femmes à Abobo. Le 17 mars 2011, par bombardement au mortier d'un secteur densément peuplé d'Abobo. Et le 12 avril 2011, ou vers cette date, à Yopougon. Le procès impliquant l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudet s'est ouvert le 28 janvier 2016 à la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. Dans le cadre de la présentation de sa thèse, le bureau du procureur doit apporter des éléments de preuve qui peuvent être aussi bien des preuves matérielles, comme des documents, des photos ou des vidéos, que des témoignages de tiers. En un an, l'accusation a appelé 29 témoins à déposer. Les procédures de la CPI sont régies par le statut de Rome et tous les textes juridiques adoptés par les États parties. Les 3 juges composant la chambre de première instance sont le juge-président Kuno Tarfusser, la juge Olga Herrera Carbuccia et le juge Geoffrey Anderson. Ils sont chargés de mener des procédures équitables et rapides dans le plein respect des droits de l'accusé et de la protection des victimes et des témoins. À ce stade, les 2 accusés sont présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité soit établie au-delà de tout doute raisonnable. Monsieur Salif Ouedraogo a comparu les 6 et 7 février 2017 pour avoir été blessé lors de la marche à la RTI. C'est la blessure. J'ai eu une explosion de grenade sur mon bras gauche. C'est lors de la marche pour la libération de RTI, lorsque le Premier ministre Rodjam avait fait une déclaration pour dire que tout le monde n'est qu'à sortir pour aller installer le nouveau directeur de la télévision. Donc je demandais une marche pacifique. Au sujet des circonstances de sa blessure, le témoin a expliqué ne pas pouvoir en dire beaucoup, car il avait perdu connaissance. Lorsqu'interrogé à propos d'une vidéo qu'il avait remise antérieurement aux enquêteurs du bureau du procureur, le témoin a répondu que les images montraient des gens se faisant brûler vifs à Yopougon. Or, après analyse du bureau du procureur, la vidéo remise avait été tournée au Kenya en 2009. Confronté à la vidéo, le témoin a dit ne pas reconnaître les lieux. Par la suite, les conseils de la défense ont exprimé le souhait de citer à comparaître l'enquêteur du bureau du procureur qui avait reçu la vidéo de la part du témoin. La Chambre a rejeté la demande. Monsieur Sinali Dosso a comparu les 8 et 9 février 2017 pour avoir, pendant la crise post-électorale, écouté de chez lui les transmissions radio de la garde républicaine, de la police et de la gendarmerie. Retraité militaire depuis 2001, il a raconté avoir commencé à écouter les réseaux pour sa propre sécurité. Pour cela, il a dit s'être servi d'un appareil ordinaire en prenant quelques notes car, à son grand regret, il n'avait pas d'enregistreur. Confronté aux photocopies de ses propres notes, il a désigné les indicatifs utilisés lors des transmissions radio qu'il a reconnus comme étant ceux des donneurs d'ordre. Cosmos et Atlas étaient ceux présents au sein de la garde républicaine, Faucon et Étoile au sein de la gendarmerie, et Chronos et Sandraque pour la police. D'après lui, la police et la garde républicaine travaillaient ensemble.
Même si le témoin a répété que tout le monde à Abidjan écoutait les réseaux radio et que pour ceux, il suffisait d'un poste ordinaire, il a dit avoir hérité de son appareil du palais présidentiel après y avoir exercé comme opérateur des transmissions. À savoir si des civils ont interagi dans les communications radio, le témoin a confirmé avoir un jour entendu quelqu'un qui s'était directement adressé à Doc Boblé pour lui dire d'arrêter de tuer les gens. Et vous-même, vous n'avez pas essayé de communiquer avec qui que ce soit qui était parti à ces transmissions ce jour-là? Ce jour-là, si. Quand l'autre a fini de parler, pour le dire, moi-même j'avais mon poste, j'ai dit Dogo Blé cesse de tuer. Moi je l'ai dit sur mon poste. Cesse de tuer parce qu'on est au courant. Et si tu continues, on va le dire aux autorités. Je l'ai dit moi-même. Et j'avoue que quand l'Africain, j'ai dit à la suite du monsieur, on n'a plus entendu que quelqu'un devait tirer sur. Je le dis, et enfin, j'espère qu'il a entendu. Sinon, sur le réseau, j'ai dit. Moi, je l'ai dit. Monsieur Bonaventure Guillaume Séverin Adomo et Monsieur Bredou Mbia ont comparu du 10 au 22 février 2017 au vu de leur rôle au sein de la police ivoirienne au moment des faits. Respectivement chef de district de la police d'Adjamé et directeur général de la police en Côte d'Ivoire, tous les deux sont revenus en détail sur le jour de la marche à la RTI. Si l'ancien chef de district a dit ne pas avoir été informé de la marche, l'ex-directeur général de la police a dit en avoir été informé, mais ne pas avoir reçu d'instructions particulières. Le matin du jour de la marche, l'ancien chef de district de la police d'Adjamé a expliqué avoir été appelé au PC Radio par le préfet de police. Je suis ici pour dire ce qui s'est passé. Je répète que je n'avais pas d'informations sur cette marche auparavant. C'est le jour de la marche que le préfet de police m'a fait appeler par le PC Radio pour me dire que les informations font état de ce que des gens sont en train de marcher pour aller vers la RTI. Donc, il me demande d'aller vérifier l'information. Si c'est exact, de les disperser avec les moyens conventionnels, c'est-à-dire les grenades lacrymogènes que nous avons l'habitude d'utiliser. Le témoin a expliqué avoir reçu au cours de la journée les rapports de ses subalternes qui lui ont fait état de ce qui se passait sur le terrain. À la fin de la journée, il a lui-même rédigé une synthèse au préfet de police faisant état de la mort de certains marcheurs. Il a avoué que si sur le moment il n'a pas demandé à ses hommes de lui expliquer les circonstances de la mort, il l'a fait quelques semaines plus tard. 2 ou 3 semaines après, je ne me rappelle plus quand exactement, au cours d'une réunion au district d'Abidjan, c'est là que j'ai posé la question aux 2 commissaires de police, celui du 3e et celui du 11e. Je leur ai posé la question de savoir comment se fait-il que lors de leurs interventions, il y a eu des blessés et des morts. C'est là qu'ils m'ont répondu. Je dis bien 2 ou 3 semaines, je crois, peut-être des mois après. C'est là qu'ils m'ont répondu. En fait, quand ils sont arrivés sur les lieux, BMO était déjà là et que c'est BMO qui a fait l'opération. Donc, je leur ai posé la question. Donc, les blessures proviennent de les gens qui sont blessés, qui sont décédés. Comment ça s'est passé? Ils m'ont dit non, c'est suite à l'intervention de BMO qu'il y a eu des blessés et des morts. La question que je leur ai posée, c'est de savoir, mais pourquoi est-ce que le jour des faits, ils ne m'ont pas dit cela? Là qu'ils m'ont dit que c'est suite, que au moment où ils me donnaient cette information, ils étaient encore avec les éléments de SECOS. Donc ils ont eu peur, parce qu'ils étaient encore là.
Maintenant qu'il s'est passé un petit moment, 2, 3, 4 semaines que tout est calme, ils me disent, voilà ce qui s'est passé. Je leur ai dit, mais c'est sur la base de votre rapport, votre premier rapport, que j'ai informé le préfet. Ils m'ont dit oui, que l'environnement, en ce moment-là, la tension qui régnait, l'environnement dans lequel ils étaient, ne leur permettait pas de dire certaines choses. De son côté, pour l'ancien directeur général de la police, le matin de la marche à la RTI, il a dit avoir été derrière son poste radio pour écouter ce qui se passait. Interrogé sur certains indicatifs, il a confirmé que l'indicatif Atlas était attribué au ministère de l'Intérieur. Par la suite, plusieurs huis clos ont été requis. En audience publique, le témoin a été interrogé sur une rencontre avec le président Laurent Gbagbo à sa résidence privée. L'ancien directeur général de la police a raconté s'y être rendu avec le chef de la gendarmerie, celui des forces armées et le commandant du SECOS pour demander au président Gbagbo qu'il ne continue pas la fonction de chef de l'État. Il a confirmé les noms de M. Kassaraté, Philippe Mangou et Gabi Point. Quelle a été la réponse de M. Gbagbo? Il ne nous a pas donné de réponse. Il a dit, j'ai compris. Monsieur Édouard Thiapé Kassaraté a témoigné en qualité d'ancien commandant supérieur de la gendarmerie nationale en Côte d'Ivoire du 8 au 16 mars 2017. Après avoir expliqué à la fois la structure et les missions de la gendarmerie nationale pendant la crise post-électorale, il a été confronté à une vidéo datée du 11 décembre 2011. Il a alors confirmé la mort de plusieurs civils survenus lors d'affrontements impliquant des hommes de la gendarmerie et de la police ivoirienne. À savoir ce qui s'était passé, il a expliqué qu'une enquête avait été ouverte par la police et ne pas en avoir été tenu informé. Face à une deuxième vidéo, où le témoin s'est reconnu prononçant un discours à l'attention de ses commandants, il s'est expliqué sur l'emploi du terme « rébellion ». En tant que gendarme, nous sentions la tension monter. Or, instruit par la crise précédente, au cours de laquelle la gendarmerie nationale a eu à payer le plus lourd tribut, plus de 100 gendarmes tués, avec leurs enfants, à Bouaké. Il était donc de mon devoir de rappeler à mes hommes qu'ils ont fait très attention pour ne pas que nous subissions encore ce que nous avons connu à Bouaké et ailleurs. À propos de la marche du 16 décembre 2010, tout comme sur la marche du 3 mars 2011, le témoin a dit en avoir appris l'existence au moyen de la télévision. Au sujet d'attaques perpétrées dans le quartier d'Abobogar, il a raconté que Simone Gbagbo, qu'il a considéré de sœur, avait été touché et choqué en tant que député du quartier par ces attaques qu'il a attribuées aux commandos invisibles. Sur un autre sujet, à savoir si des généraux avaient demandé au président Gbagbo de démissionner, il a dit avoir entendu cela et a raconté que le général Mangou s'était rendu auprès du président pour lui en parler. Pour sa part, le témoin a dit que lorsqu'il a vu le président, celui-ci voulait le recomptage des voix. Plus d'une fois au cours de sa déposition, le témoin a assimilé les termes rebelle et membre des forces nouvelles. Il s'en est expliqué. Jusqu'aux accords, on n'avait pas le visage des gens qui commandaient la rébellion. Et après les accords? Après les accords, il y avait un secrétaire général qui était l'actuel président, M. Soro Guillaume, et un chef militaire qui s'appelle le général Bakayoko Soumaïla. Et donc, après les accords, on ne parlait plus de rébellion, on parlait de forces nouvelles qui avaient une branche politique et une branche militaire. Monsieur Georges Guébipoint a été présenté à la Chambre du 27 mars au 3 avril 2017. Aujourd'hui retraité, le témoin a été pendant la crise post-électorale à la fois commandant de l'école de la gendarmerie à Abidjan et commandant du SECOS. Durant la crise, il a confirmé que des réunions régulières se tenaient à l'état-major des armées tous les jours ou tous les 2 jours
pour parler essentiellement des problèmes de sécurité. Lors de ces réunions, étaient présents le commandant supérieur de la gendarmerie Kassaraté, le directeur général de la police Mbia, les commandants des forces terrestres et aériennes Leto et Aka, ainsi que le commandant de la marine nationale. À une de ces réunions tenues 1 ou 2 jours avant la marche à la RTI, le témoin a dit que le chef d'état-major avait instruit le directeur général de la police à la planification de toutes les opérations de sécurisation. Interrogé sur les positions et les actions des hommes du SECOS le jour de la marche, le témoin a expliqué que ces hommes ne répondaient plus à ses ordres. Il a en même temps fait l'expression de ses besoins. Donc, il a été mis en place une structure opérationnelle dont il était le chef. Lui, avec ses principaux collaborateurs, dont notamment le préfet de police. Les séances tenantes, le chef d'état-major a demandé à chacun des participants de mettre à la disposition du directeur général de la police et à sa demande les hommes dont il avait besoin, avec les moyens organiques de ces hommes. Donc, le déroulé de l'opération pour l'ensemble de la journée était de la responsabilité exclusive du directeur général de la police. Le témoin a dit que le jour de la marche, une réunion s'est tenue à l'état-major des armées avec tous les généraux, où le chef d'état-major s'est appesanti sur la mort de plusieurs membres des forces armées qui ont été tués par des armes de type RPG. Tout au long de sa déposition, le témoin a été confronté à différents registres d'entrée à l'état-major des armées et au palais présidentiel. À chaque fois, il n'a pas pu confirmer les dates, mais a toutefois indiqué ce dont il pouvait se rappeler. Ainsi, à propos de réunions tenues en février 2011, il a dit s'être rappelé d'une réunion où le président Gbagbo a encouragé les troupes à tenir à Abobo. À ce moment-là, le témoin a parlé d'une situation difficile à Abobo. Je ne me rappelle pas si c'est à cette réunion qu'on en a parlé ou bien si c'est à la réunion des officiers généraux à l'état-major. Mais l'épisode d'Abobo, déclaré zone de guerre, je me rappelle qu'on en a discuté, mais plutôt à l'état-major, et les positions, la discussion a été suffisamment serrée et les positions n'ont pas beaucoup évolué parce que les inconvénients d'une telle déclaration étaient beaucoup plus importants que les avantages. Donc, on ne pouvait pas déclarer Abobo zone de guerre dans la mesure où les populations civiles étaient nombreuses. Et que le commando invisible, il n'y avait rien qui pouvait distinguer un combattant du commando invisible de la population civile. Monsieur Évariste Yaké a témoigné les 4 et 5 avril 2017. Chargé d'études à la présidence au cabinet de Franck Guéhi en 2010-2011, il a également été à la tête de mouvements de jeunes de la région du Tonkpi, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Expliquant parler le dialecte de la région ouest, le témoin a dit avoir rencontré une première fois Charles Blé Goudé en 2008-2009 pour l'aider à transmettre le message de Laurent Gbagbo dans les villages les plus reculés. Investi dans cette tâche, le témoin a dit avoir reçu une aide financière et logistique de la part de Charles Blé Goudé et à avoir même été appelé à se présenter à des élections pour être représentant de jeunes de la région ouest. Malgré les résultats des élections en sa faveur, le témoin a indiqué qu'une personne avait été nommée au-dessus de lui. Suite à quoi, il a expliqué que ses relations avec Charles Blé Goudé ont changé et avoir pris ses distances avec lui. Lorsqu'interrogé à propos de Charles Blé Goudé et son mouvement, le COGEP, le témoin a répondu que Charles Blé Goudé était le fils du président. Je l'ai dit que Charles Blé Goudé était le fils du président. Oui. Charles Blé Goudé voyait le président quand il voulait. Oui, ça, toute la Côte d'Ivoire le sait. Charles Blé Goudé avait des voitures, avait des agents de sécurité. Ça,
toute la Côte d'Ivoire le sait. À la fin de la crise, le témoin a raconté avoir été en exil au Ghana et avoir participé à l'élaboration d'un mouvement appelé Horizon 2020. Horizon 2020, a-t-il dit, a deux objectifs, la réconciliation des Ivoiriens et le développement des actions du président Ouattara. Le témoin a expliqué avoir beaucoup de respect pour le président Laurent Gbagbo, mais militer pour le RDR. Le procès dans l'affaire Le Procureur contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé se poursuivra le lundi 24 avril 2017 avec la comparution d'un nouveau témoin.